Il y a des gens qui n'ont toujours pas intégré le fait qu'Israël est là pour vivre. C'est ça. Je me souviens, il y avait une du journal Libération qui était très anti-israélienne. Je ne sais plus très bien ce qu'il titrait, mais même un journal de gauche. Parfois surtout. Parfois surtout. Je peux poser une question. Oui. Alors, moi, je voudrais savoir votre action au niveau européen. Si, ça peut pas être. C'est un peu Don Quichotte, là, hein, enfin, vous racontez-moi. Si vous la perdez, qu'est-ce que vous faites? Mais il n'a pas entamé déjà. Alors, d'abord, je n'ai pas entamé, mais la question... Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous savez, encore une fois, n'oubliez pas une chose, c'est que cette affaire, cette opération, je pense qu'on peut éteindre le bruit. Non, pas le camion, attirer les politiques. Comprenez une chose, même si demain je décide de ne pas aller à la cour, pas à la télévision, on dit voilà, ok, d'accord, j'ai triché, c'est une mise en scène, je ne gagne pas mon procès. Non. Dans le contexte français. Dans le contexte français, ce qui les intéresse, c'est est-ce qu'en 2004, la justice considère que j'avais assez d'éléments? Et ils ont décidé, de façon complètement artificielle, que je n'ai pas ces éléments. Voilà. Donc c'est tout. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un combat encore, ni pour le Monde ou le Figaro de demain, on parle pour les livres d'histoire. On parle pour les futures générations. Alors, je propose qu'on prenne 3 autres questions, et après j'aurai une question de conclusion. Et après, je propose qu'on boive un petit verre si on veut. Parce qu'on n'a pas à 14h en fait. Ça ne reste que 12 heures. Comme on travaille pour les livres d'histoire, je vais m'aventurer sur un parallèle très aventureux. On parlait des États-Unis. Il se trouve que pendant nos vacances aux États-Unis, cet été, on est passé par Dallas. Et vous me voyez venir, bien sûr, quand on voit les expertises balistiques, quand on voit les... le rapport Warren. Oui, voilà. Quand on voit les expertises médico-légales, truquées, enfin, etc., ça me fait effectivement penser à Kennedy, Dallas. Et il se trouve que je connaissais un petit peu l'affaire Kennedy, mais pas aussi bien qu'après avoir été à Dallas, puisque au pied de ce qui est devenu un musée où étaient censés provenir les tirs, il y a un petit kiosque tenu par le journaliste qui a mis au jour le complot. 20 ans, je crois même un peu plus que 20 ans, 25 ans ont été nécessaires à ce journaliste pour faire admettre officiellement par le gouvernement américain que c'était un complot, que ce n'était pas simplement un tireur isolé. On n'a pas été jusqu'à savoir qui étaient les auteurs du complot, et il y a toujours des hypothèses qui traînent, mais ce n'est pas la justice qui a donné raison, c'est juste le pouvoir politique qui a admis que c'était un complot. Plus que 15 ans. Alors, là, évidemment, comparaison n'est pas raison, on a plus de 15 ans, voilà, voilà. Non mais je voulais poser quand même une question là-dessus, c'est que le complot contre Kennedy, il y a des intérêts politiques, etc. Bon, on peut imaginer toutes sortes de choses, la mafia, etc. etc. Dans ce cas-là, c'est pas un complot, on peut imaginer peut-être que c'est un montage inspiré de faits réels, j'en sais rien, le gamin qui est mort et qui est à la morgue, malgré tout, il a dû être tué, on a peut-être reconstitué des scènes, j'en sais rien. Mais effectivement, on revient quand même à la question, quel est l'intérêt politique d'Israël d'avoir couvert ça pendant des années? Quel est l'intérêt même des Français, malgré tout, de couvrir France Télévisions? Et est-ce qu'on doit attendre que les protagonistes de ce montage soient décédés, comme ça a été un peu le cas après l'affaire Kennedy, pour avoir la réalité? Alors, d'abord, l'intérêt d'Israël, il n'y a pas d'intérêt d'Israël. En Israël, il y a des intérêts particuliers. Il y a des intérêts particuliers des personnes qui ont commis l'erreur au début. Là, par exemple, actuellement, au bureau du Premier ministre israélien, il y a un type qui est quasiment un des principaux conseillers de Netanyahou, qui était le type à qui Charles Anderlin a téléphoné le soir des faits pour dire, à l'époque il travaillait au porte-parole de l'armée, viens vite au studio de télé, j'ai des images à te montrer qui sont dévastatrices pour Israël, viens les voir. Et le type lui dit, j'en ai rien à foutre, tu peux diffuser ce que tu veux. Ce type-là, il a fait sa carrière, et toute sa carrière depuis 14 ans, ça a été de saboter tous les travaux qu'on a pu faire. Tout ce qu'il a pu faire, c'était de saboter. Il y a un autre type, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Igal Palmore, qui est porte-parole. Okay. Ce type-là aussi a tout fait pour me saboter partout, parce qu'il avait aussi commis des erreurs à l'époque. Donc ces gens-là défendent leur intérêt particulier. À un moment donné, l'intérêt général prend le dessus, et avec l'histoire, ça prend le dessus. Donc l'intérêt en Israël, il y a des gens qui se défendent. Le problème, c'est
il y a des gens qui défendent leur propre bout de gras et leur propre position. L'intérêt d'Israël de couvrir ce truc-là, ils n'avaient pas compris aussi au début. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Et puis, il faut comprendre qu'ils n'avaient pas compris l'importance, l'impact, et qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de ressusciter cette affaire-là. Un des grands arguments qu'on me disait tout le temps aux affaires ministères des étrangères, il n'y a que toi qui t'y intéresse. Chaque fois que tu parles de ce dossier-là, on en parle et chaque fois ça augmente la haine anti-israélienne. Je dis non, ils n'ont pas besoin de moi, les Arabes, ils s'en servent partout. Voilà. Maintenant, l'intérêt de la France. Je crois qu'il faut avoir une vision très claire de ce que faisait Chirac en France. Chirac, il a décidé de faire la guerre à Israël par procuration, par les Arabes. Et, oui, mais, je pense, alors c'est très provocateur ce que je veux dire, parce que tu as tous ces, entre guillemets, grands rabbins, etc., qui étaient très proches de Chirac, parce que c'est vrai qu'il leur donnait beaucoup d'argent, et qu'il a toujours été très généreux quand il le fallait, avec l'argent qui n'était pas le sien, l'argent de la mairie de Paris. Mais Jacques Chirac, quand même, il avait une attitude vis-à-vis d'Israël qui était quand même un petit peu ambiguë, parce que moi, ce que je ressentais en tant que citoyen français sous Chirac, c'est ben, je suis un petit peu otage de la France parce que je suis là, et puis il me met en danger avec cette diffusion de fausses informations contre Israël. Donc le message qu'envoyait plus ou moins Chirac aux Israéliens, c'était ben, écoutez, comportez-vous bien avec mes petits amis arabes, parce que sinon ce sont vos juifs qui prennent. Donc c'est un petit peu ce genre de choses qu'on peut imaginer et qui sont un petit peu sous-jacents dans ce qu'on entend dans le message politique. C'est qu'on l'a bien vu à l'époque avec Boniface, Pascal Boniface et tous ces gens-là, qui étaient, bon ben, c'est normal que les Juifs en prennent plein la gueule ici, vu ce que les Israéliens font aux Arabes en Israël. Donc voilà un petit peu les jeux d'intérêt. Mais il faut quand même reconnaître une chose maintenant sur Israël et sur la France, c'est l'incompétence majeure sur tous ces domaines de médias. Aujourd'hui, quand on voit qu'ils se font encore bananer à chaque fois, à chaque conflit, parce que on parle il y a 14 ans, mais maintenant, à chaque guerre, ils se font avoir par des manipulations médiatiques. Et moi, ce que je dis à Israël, c'est que ça leur coûte des vies. Parce que quand ils n'investissent pas ce terrain médiatique, ils perdent dans les médias, donc ensuite ils perdent à l'ONU, donc ensuite ils perdent la prochaine guerre. Parce que si le Hamas a pu continuer à se réarmer, c'est parce que la dernière guerre, en 2012, ils ont été obligés d'être arrêtés. En 2009, ils ont été obligés d'être arrêtés. Parce que chaque fois, ils font de la manip médiatique. Et c'est ça le problème. C'est qu'Israël n'a pas compris qu'il y a une autre guerre qui a mené, qui est au moins aussi importante que la guerre physique, qui est la guerre médiatique. Et c'est celle-là que je suggère que nous entamions aussi contre les Israéliens. Alors c'est pas contre les Israéliens, c'est avec les... Il faut les... Je pense pas qu'il faille rentrer contre les Israéliens. Je crois que notre objectif doit être de les engager dans ce combat, de la même façon qu'il faut engager aussi les patriotes français. Je dis patriote, c'est pas une connotation politique extrêmement droite, c'est les gens qui vivent en France et qui en ont marre de se faire baratiner, eh ben, ils ont aussi intérêt à ce qu'en France, on dise la vérité sur tous ces sujets-là. Alors, ça c'était 5, 4, Moïse et Ève. Moi j'ai une question. Voilà, on a Moïse, on a Ève. L'histoire elle est forte, hein, là. Alors vas-y Moïse. Il est Adam, mais qu'il n'est pas là. Moi j'ai une question, je ne sais pas trop si ça peut appeler une réponse, en tout cas. On est d'accord sur le fait que tout le monde apprend de ses erreurs. En admettant que cette affaire soit reconnue en la faveur d'Israël, est-ce qu'on peut se prémunir d'une future affaire Al-Dourad qui serait du coup améliorée entre guillemets? Je comprends pas la question. Alors, j'ai un fait. Admettons que tous les procès... non, encore une fois, c'est pas le procès. Que le fait que soit une danseur soit reconnu. Ouais, oui, okay. Voilà. Les détracteurs d'Israël, ceux qui ont filmé ces scènes, ont appris de leurs erreurs au final. Ah oui, est-ce qu'ils vont travailler plus au un meilleur travail? Voilà, bien sûr. Mais comment est-ce qu'on peut se prémunir justement de futurs travaux? Ça c'est toujours la campagne, c'est la guerre entre le voleur et le gendarme. Le gendarme et le voleur, quoi. Le voleur a toujours une longueur d'avance, donc nous on essaie de travailler. Mais moi ce qui me fascine dans ce truc-là, c'est sincèrement, et là je veux dire, moi je me souviens, j'avais 8 ans. On était au Maroc en vacances, et des copains, et je me souviens, avaient tourné un petit film comme ça avec un Super 8, et ils avaient voulu faire un faux James Bond, etc. Et on avait pris une bouteille de ketchup pour mettre du rouge sur la chemise du gars, ce qui était quand même... Et c'était... on avait 8 ans. Là, on parle de types qui montent ça à la télévision, ils n'ont même pas allé chercher la bouteille de ketchup. Non mais,
C'est quand même incroyable. Et ça veut dire quoi? Ça nous dit la crédulité du spectateur occidental est très forte. Et pour reprendre ce que vous disiez, pour le monde arabo-musulman, la notion de vérité et la notion de mensonge n'a aucune importance. On vous le dit, c'est comme ça, vous le prenez. C'est ce qu'on voulait croire. Voilà, c'est tout. Et ensuite, il y a aussi autre chose. Regardez, et ça je peux vous le montrer, les articles des journaux qui suivent, Libération, Nouvel Obs et tout, qui parlent de cette affaire-là, les balles qui giclaient, le sang qui giclait sur le mur. Donc les gens ont tout réintégré le commentaire. Voilà. Donc, et vous ne pensez pas que c'est de l'antisémitisme, ça? Pas forcément. Ah, non, attends. Non, c'est pas dans cette... Attends. Donc pour finir sur le... Je sais pas c'est quoi la question exacte, mais... Ils pourront faire plus sophistiqué comme trucage. Ils pourront faire plus sophistiqué, oui, mais nous, ce sera toujours une bataille. Mais ce que je peux dire maintenant, c'est que on est quand même maintenant plus à l'affût et on regarde plus quand même, et c'est plus difficile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on note bien que souvent, à chaque guerre, on voit qu'il y a des manips, on les dénonce. Il y a plus de gens qui observent. Voilà, Moïse. À propos de faux, il y a une caricature de Ciné sur le petit Mohamed Ouadoura, et il a dessiné une tache de sang, Ciné. Non, c'était pas Ciné, c'était Plantu. Très intéressant. Plantu qui dessine le petit Plantu dans le monde, qui dessine le petit Mohamed, etc. Et derrière le mur, il fait une tache de sang. Et sur le mur, une splash de sang, quoi. Et donc c'est ça qui est impressionnant. Comment la reconstruction. Oui, alors maintenant, après Moïse, on va remonter dans l'histoire. Ève. Après, il y a Dieu. Hein. J'espère ne pas voir Dieu ce soir. Le documentaire allemand, est-ce qu'il est visible? Oui, tout. Si vous avez pris mon adresse mail, mon mail c'est le plus facile au monde, c'est philippe@carsanti.fr. Vous m'envoyez un mail. D'abord, vous saurez comme ça les infos quand il y en a de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et vous me demandez le lien et je vous envoie des commentaires sur internet. Voilà, c'est la plus sérieuse. Est-ce qu'elle a pris? Elle a pris des notes, hein. Non, elle n'a pas tellement. Moi j'écris, ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles. C'est possible, j'écris à tout le monde. Oui. Dès qu'on me pose des questions, il a dit vous travaillez pas. On laisse Ève poser la question. Comment? Je n'ai pas eu l'instinct ce soir. Après on va. Moi, j'avais entendu parler de cette polémique, et donc je m'en étais rapidement désintéressée parce que des gens importants, enfin, je veux dire, dignes de foi, semblaient s'avancer contre. Et puis, bon, il y avait aussi donc une thèse où je me disais, bon, c'est très compliqué, c'est du boulot de comprendre, et donc j'avais repoussé cette histoire-là, mais vraiment, j'étais absolument surprise de la polémique que je voyais quand même dans certains journaux communautaires où je me disais, mais enfin, comment c'est possible qu'il y ait une telle opposition, des tels noms d'oiseaux bien. Et alors, ça m'amène à vous demander, Carsanti, combien de divisions? C'est-à-dire... J'essaie d'être le moins divisé possible. Non, combien de divisions, c'est-à-dire combien de forces avec vous? C'est-à-dire que c'est étonnant enfin, je crois que forcément l'argumentation que vous développez, la force de la vérité, doit vous amener petit à petit du monde, mais je pense que peut-être aussi l'attitude négative de gens dont on aurait pu penser qu'ils seraient favorables s'explique par le côté opportuniste. Parce que quand on a une thèse si légitime soit-elle qui est défendue par personne, presque personne, 1, 2, 3 personnes qu'on peut attaquer facilement, avec qui l'alliance n'est pas profitable, évidemment, l'attitude opportuniste amène à se désintéresser. Je pense que. Et moi, quand on se désintéresse, ça ne me dérange pas. C'est quand on se met en obstacle contre moi que ça me gêne. En tout cas, et c'est pour ça que, par exemple, ça explique quand même justement le fait qu'il n'y ait pas eu assez de soutien. Et c'est pour ça que la vérité ne pourra venir que d'en haut. C'est-à-dire que je parle à Ève, la vérité ne viendra que d'en haut. C'est-à-dire pas de Dieu, mais du président. Il n'y a que le président de la République qui, à un moment donné, pourra donner l'ordre
de faire en sorte, alors il apparaîtra pas comme le donneur d'ordre, mais ce sera lui qui dira, moi, écoutez... précédent. Comment? Ça sera après la mort du précédent. Peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on ait quelque chose qui soit une décision. Parce que nager à contre-courant avec autant d'adversaires dans le mauvais sens, c'est pas bon. En revanche, continuer à entretenir la femme et à entretenir cette femme de la vérité, je crois que c'est important. Et vous ici, vous êtes des ambassadeurs. D'après ce que j'ai compris, il y a des gens qui, dans cette association, n'étaient pas très favorables à ce que je vienne. Des gens qui reçoivent la newsletter. J'ai eu personne... Non, mais 3 personnes qui ont... Non, mais il y a eu 3-4 personnes qui ont ressorti des liens où on faisait une analyse assez négative, des comparaisons déplacées, mais en fait ça part du fondement. Je ne doute pas de la probité de Charles Anderlin, donc tout ce que vous me dites, c'est pas une vraie présentation, on met des guillemets au mot présentation, c'est une propagande bien rodée, on dit, il y a beaucoup de, c'est vrai qu'il y a beaucoup de soutien. Oui. Voilà, et donc alors, il faut relativiser, hein, quand on diffuse à 1500 personnes, il y en a 3 qui ont protesté, et moi je considère que sur les 3, il n'y en a qu'un seul qui est légitime à s'exprimer, parce que lui, il n'est pas polémique, il a donné des faits, et il a dit ce qui est tout à fait acceptable, c'est de dire quand même, vous auriez pu inviter Charles Anderlin en même temps. Alors j'aurais bien voulu, mais on ne l'a pas fait, peut-être qu'on a... Mais sachez que chaque fois que quelqu'un a voulu inviter Charles Anderlin à débattre avec moi, ou même ne serait-ce qu'à s'exprimer, il a refusé. Sur Internet, si ça vous intéresse, si vous m'envoyez votre email, je pourrais vous envoyer. Il y a un débat qui a été... Quand j'ai gagné mon procès, il y a un débat qui a été organisé par le mouvement juif libéral de France, avec Arlette Chabot. C'est en ligne, et donc Arlette Chabot fait sa démonstration, basée sur rien, c'est vraiment... Moi j'assiste à ces démonstrations. Après, je monte sur scène, elle sort de la salle, elle dit je ne veux pas assister à cette présentation. Elle sort de la salle. Bon. Elle revient une demi-heure, 3/4 d'heure après, et là je lui dis madame, écoutez, comment pouvez-vous ne pas dire que c'est une mise en scène, sachant que, avec ce qu'on vient de voir, elle dit mais qu'on me le montre, moi je n'ai rien vu. Elle sort de ça, c'est même plus, elle est sortie. Elle a demandé une loge, elle est sortie. Voilà, donc c'est qu'on a affaire à des gens qui sont dans un déni absolu. Mais vous savez, il y a aussi autre chose. Je vais vous dire un truc. J'ai vu un débat télévisé aujourd'hui sur Internet, mais bon, qui n'a pas grand intérêt, enfin qui est intéressant par rapport à ça, mais j'ai pas envie d'entendre la polémique de ça. Mais le type disait à l'autre, il disait mais je comprends que votre vie, vous avez passé toute votre vie, je veux dire, toute votre vie à défendre Mao. C'est sûr que quand à 70 ans, vous vous retrouvez à 70 ans, vous avez passé toute vos vies maoïstes, et que vous découvrez que c'était un type qui a tué, qui a massacré, etc., c'est difficile. Vous avez des gens qui, pendant des décennies, ont investi sur une cause ou sur une thèse, et qui s'aperçoivent que maintenant, ils sont dans l'erreur. Alors, tout casser de sa vie à 70 ans ou à 60 ans, etc., et mettre à nu, réduire à zéro sa réputation, c'est difficile. Donc ces gens préfèrent s'enfermer dans leurs mensonges et dans leurs histoires. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon. Alors, la dernière, c'est pour son homonyme. Et après... Et après, c'est toi? Et après, c'est moi avec la question piège. Ce sera meilleur pour la fin, alors. Donc, moi, j'ai quand même... Il y a quand même... Enfin, c'est la deuxième fois que j'assiste à ta présentation. C'est toujours impressionnant, en fait, parce qu'effectivement, on se dit toujours, mais comment on est encore là à devoir montrer ça pour comprendre. Bon. Mais, malgré tout, il y a quand même quelque chose qui me turlupine, c'est le pourquoi final. C'est pas le pourquoi... Effectivement, il y a la manipulation médiatique. Le pourquoi de moi, le pourquoi de France 2 le pourquoi de toi. Mais j'y viens. Il y a la manipulation médiatique dans son ensemble qui cause beaucoup de mal. Et effectivement, on peut se dire qu'en tant que juif de France, eh bien, on récupère un peu de cette manipulation médiatique. Mais pour autant, c'est l'idée d'avoir un avocat qui essaie de défendre une personne, on imagine, et que la personne n'est pas d'accord d'être défendue. Tu vois ce que je veux dire? Donc la personne, en l'occurrence, ça serait Israël. Parce que cette histoire de Pallywood, je l'ai déjà entendue. Et notamment, on a un ami qui est journaliste aujourd'hui, et qui était en charge de la rédaction
de toute de la communication partie France de Tsahal. Et il m'avait expliqué, lorsque je l'avais vu il y a quelques temps, qu'effectivement, il y a l'organisation, mais c'est même pas une question des Palestiniens ou des journalistes qui organisent, c'est presque Israël qui organise cette histoire de Pallywood. Il m'a raconté des scènes, il m'a dit c'est tous les vendredis comme ça. Tous les vendredis, on assiste à la chose, on se positionne sur le point qui a été décidé, on met des rangées, on met même des petites estrades pour que les journalistes soient bien en face du truc. Il y a l'armée israélienne qui arrive, qui se met devant. Ensuite, il y a les Palestiniens, donc il y a une heure bien précise. Les Palestiniens viennent, ils manifestent, ils jettent des pierres et tout ça. Les gens de l'armée israélienne qui sont là sont une unité spéciale qui est là pour ne pas riposter. Et même lorsqu'on a déjà vu des scènes comme ça d'enfants qui viennent quasiment à la hauteur du soldat israélien et qui l'insulte et qui dit les pires choses. Et donc ces soldats ne doivent pas réagir. Les journalistes sont là et puis n'attendent que ça en fait, c'est qu'ils réagissent. Et puis ça dure, je crois, 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, eh bien les Palestiniens retournent au boulot, les Israéliens ils retournent à leur caserne, les journalistes on range les estrades et on attend vendredi prochain. C'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a dit c'est tous les vendredis comme ça. Donc en fait, il y a vraiment une mise en scène qui est organisée, mais presque par Israël, je dirais. Mais pourquoi aller jusqu'au bout de vouloir défendre? Puisque Israël, de toute manière... Ça dépend. Israël, tu parles d'Israël comme si c'était une entité... c'est pas une entité... Ça n'a pas l'air de léger tant que ça. En fait, j'ai un peu l'impression qu'ils soient soucieux de leur image, en fait. C'est un peu... Oui, mais le problème, c'est que quand ils ne le sont pas, c'est nous qui payons. Alors voilà, ça c'est l'argument que je peux entendre. C'est nous qui payons aussi. Alors ils payent, mais ils payent à moyen terme, nous on paye comptant. D'accord? Mais c'est vrai, parce que nous, c'est dès le lendemain quand il se passe un truc comme ça qu'on se fait interpeller, qu'on se fait embêter, qu'on se fait... bien sûr. Moi, franchement, ton armée... on me l'a dit aussi, moi je crois aussi. Voilà. Mais eux, ils payent à moyen terme, au prochain conflit, aux prochaines négociations diplomatiques, donc ils le payent. En Israël, il y a des gens qui commencent progressivement à y porter un intérêt. Et puis aussi, ils se rendent compte d'une chose. Ils se rendent compte qu'avant, il n'y avait pas de BDS, boycott, désinvestissement, sanctions. Maintenant, ils s'aperçoivent que c'est difficile d'exporter parfois. Ils s'aperçoivent aussi que pour certains militaires, c'est difficile de voyager dans certains pays parce qu'ils risquent d'avoir des accusations de crimes de guerre, de choses comme ça. Donc, progressivement, les Israéliens se disent « Ouh là là, c'est pas bon notre image, de laisser filer notre image, c'est un peu comme, je dirais, allez, enfin, moi je me souviens à l'époque, quand j'étais plus jeune, l'eau, on laissait couler l'eau partout, on n'avait pas de conscience, entre guillemets, de l'écologie, de l'environnement et tout. Maintenant, les gens font attention. C'est la même chose. Israël, progressivement, ils se rendent compte qu'il ne faut pas tout laisser filer. Donc, c'est pas tous le cas. Puis il y a des gens aussi qui ont un intérêt politique. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a en Israël un business de ce qu'on appelle le processus de paix. Bien sûr. Je veux dire, les dizaines de milliards de dollars qui ont été déversés sur Israël et sur les territoires arabes qui entourent Israël depuis 25 ans ou 30 ans, c'est considérable. Tout cet argent qui a été versé, il n'est pas tombé n'importe où. Il y a des gens qui en ont profité, des gens qui en vivent, des associations qui en vivent. Je veux dire, c'est impressionnant quand on regarde les Beth Selem, tous ces trucs-là, qui vivent de ça. Voilà. Alors, la question qui tue. Quoi, la question qui tue? Alors, ça vient d'une observation, un graffiti sur les murs d'une université qui soulève les... Quelle université d'abord? Qui soulève les questions relatives à la liberté de la presse, le rôle de la presse dans une société démocratique et son rôle de contre-pouvoir par rapport à l'État. Peux-tu commenter l'affirmation suivante? L'État vous pisse dessus, les médias disent qu'il pleut. Est-ce que pisse dessus, les médias disent qu'il pleut? D'accord, c'est un peu ce que nous disait Carole. Il y a un type qui crache et il dit qu'il pleut. Voilà. C'est un type, c'est le... Qu'est-ce qu'on fait avec une presse qui volontairement, et on ne sait pas de quelle initiative, de la sienne ou d'influence politique quelconque, qu'est-ce qu'on fait avec une presse qui volontairement pervertit ses propres fonctions
Et qu'est-ce qu'on envisage comme évolution? Moi, je suis désolé, je comprends ce que tu dis. Moi, je pense qu'il y a que la guerre. Il faut mener la guerre à ces gens-là. Il faut la guerre médiatique. Et je crois qu'il y a une chose qui est très importante. Tant qu'on n'aura pas puni Charles Anderlin, et tant qu'on n'aura pas stigmatisé Charles Anderlin, tant que Charles Anderlin pourra continuer à être ce type qui était interviewé encore il y a 3 jours sur France Info sur ce qui se passe au Proche-Orient, je pense qu'on a un problème. Et je le reprends, je prends Ève, enseignante, comme témoin, et vous aussi qui avez enseigné, je crois. Oui. C'est qu'on a, à un moment donné, il faut montrer l'exemple. Et un type qui s'en sort bien. Je veux dire, les criminels de guerre nazis, ils ont été pourchassés. Les gens qui ont fait Munich, qui ont fait l'attentat de Munich, ils ont été pourchassés, sauf un, Mahmoud Abbas, qui continue à vivre tranquillement et à être reçu. Bah oui, c'était le financier de l'attentat de Munich. Voilà. Mais ce que j'ai à donc, c'est pas ça. Et une veuve aussi de Jérusalem. Et je viens d'apprendre qu'Aloïs Brunner, en 1945, a été sauvé par la France, planquée. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même montrer il faut montrer que quand quelqu'un fait une bêtise, il y a un prix à payer. Et je veux dire, aujourd'hui, pourquoi il y a une petite délinquance en France? Alors, je veux dire, c'est que les types, c'est comme on parle avec les flics. Les types, ils rentrent avec des portes, ils rentrent dans les prisons, ils ressortent tout de suite, quoi. Il n'y a pas de passe dans les prisons, et donc il n'y a aucune, je dirais, sanction et exemplarité. Voilà. Donc, pour gagner cette guerre, et c'est une guerre, c'est une vraie guerre médiatique, mais qui n'est pas, encore une fois, on dit souvent les Juifs sont le canari dans la mine de charbon. Vous savez, dans la mine de charbon, on mettait un canari, quand il tombait, on savait qu'il n'y avait plus d'air, donc il fallait sortir. Les Juifs, on est là en première ligne, mais ça revient pour tout le monde. Tous les sujets de société, aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe. Hitler, il a été élu démocratiquement. Mettez-le-vous bien dans la tête, il n'a pas fait de coup d'État, ce type-là. Okay, le Hamas a été élu, entre guillemets, démocratiquement. Donc, il y a... Le suffrage universel n'est pas la démocratie. Oui, mais mais on vous parle tout le temps comme ça. Mais surtout quand on a les médias qui ont décidé de faire des choses, ils vous font des trucs. Moi, je me souviens de 2002, quand Le Pen est arrivé au second tour de la présidentielle, la propagande qu'il y avait avant, qui était vraiment très forte sur l'insécurité, etc., ça a un effet. Et qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou qu'on n'aime pas certains hommes politiques, on voit bien que parfois, il y a un acharnement. Je veux dire, moi je suis un élu de droite libérale, mais le lynchage qu'a subi Hollande pendant... on peut l'aimer, on n'aime pas, mais il y a un moment donné, on voit bien que c'est ridicule. Le lynchage qu'a subi Sarkozy, c'est ridicule aussi. Je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné, il y a un parti pris. Et Hollande, je pense qu'une des raisons pour lesquelles il ne rebondit pas et que les mecs de la gauche ne le ressortent pas, c'est qu'il ne supporte pas son soutien à Israël, qui est quand même assez fort. Ouvrez les yeux, les amis, on n'a jamais eu un président qui a fait des déclarations aussi pro-israéliennes que François Hollande. Et le Premier ministre, je peux vous dire que j'étais... Manuel Valls, j'étais à Matignon il y a 2 jours pour une remise de décoration, où j'ai vu Valls. Dans tout petit comité, on était 20 comme ça, il a parlé, c'est phénoménal. Il parle de la même manière en grand public. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est étonnant. Voilà, et donc ces types-là, les mecs d'extrême gauche qui ont décidé vraiment de se faire Israël et de se faire les Juifs, ils ne leur pardonnent pas. Ce qui est paradoxal, Philippe, c'est que les Juifs ne le reconnaissent pas. C'est-à-dire que dans la communauté juive, une très grande majorité des gens, pas forcément des dirigeants, mais une très grande majorité des gens qui disent non, mais la majorité des Juifs, mais tu sais, la majorité des Juifs, tu sais, je vais te dire une chose, la majorité des Juifs, c'est pas une question d'être à gauche. Moi, je suis pas à gauche du tout, et c'est pas une question d'être à gauche, c'est une question de regarder les faits. Et on a ce processus, tu sais, c'est comme aux États-Unis, qu'on le veuille ou non, la politique d'Obama est catastrophique pour Israël, a été catastrophique pour Israël. On a pour autant 70% des Juifs américains qui ont voté Obama encore en 2012. Donc on est dans un truc où les mecs, ils fonctionnent en dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas recevoir les messages. Et quand on dit à un Juif, mais regarde quand même, moi je prends... C'est pas un attentat. Je vois bien. On va toujours... Non mais quand on voit les déclarations d'Hollande en 2012, dès qu'il est élu, quand Yitzhak Shamir meurt, amusez-vous à taper Yitzhak Shamir, François Hollande, regardez sa déclaration publique quand Yitzhak Shamir, qui était le Premier ministre israélien en 90, 91, qui était un mec assez dur. À côté, Sharon, c'était un enfant de cœur. Okay. Les déclarations d'Hollande sont phénoménalement
favorable à Yitzhak Shamir. Donc tout ça. Et ça remonte à ça. Et chaque fois, et regardez quand même une chose, et c'est là où on voit que le mec, il est quand même par rapport à Israël, il est irréprochable. C'est que ce type-là, il est député depuis 88. Okay, entre 88 et 2012, son élection, c'est-à-dire 24 ans, on n'a pas été capable de trouver une seule déclaration hostile à Israël. Pour un mec qui fait carrière politique à gauche, c'est quand même exceptionnel. Et c'est ça, ce que je voulais dire sur la grande majorité de la communauté juive française, c'est exactement l'inverse d'il y a 30 ans. Quand je suis arrivé en France, c'est il est à droite, donc il est forcément contre Israël. Aujourd'hui, il est à gauche, il est forcément contre Israël. Oui, mais regarde ce qui s'est passé au Parlement cette semaine avec le vote. Le vote, on a vu que les socialos ont voté à 99% en faveur. Donc ça a un sens. Mais ça a un sens. Et pour autant, ça ne veut pas dire que François Hollande... c'est là où on voit qu'il... les répartitions exactes des votes. Envoyez-moi un mail, je vous enverrai le lien exact. On le lit, tous les noms, on va voir tous les noms. Tous les noms sur le site. Je connais presque par cœur. Parce que les noms. Qui ? Le PC, mais... Oui. Non mais à gauche il y en a un seul qui a voté contre. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont tous c'est un seul qui a voté contre. Il y a un seul socialiste. Non. Bon, ceci dit, ça c'est un jeu entre la majorité et le gouvernement et le président, parce qu'en réalité, tout ce que la majorité peut faire contre le gouvernement et le président, ils le feront. Donc il faut savoir aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Celui qui a voté contre... celui qui a voté contre, il s'appelle René Bouquet. Pas Bousquet. Et regardez un truc, dans les socialistes qui ont voté, qui se sont abstenus, il y a un mec qui est généralement fabuleux qui s'appelle François Pupponi, qui est le mec de Sarcelles, Armand Young, Monique Iboura, David Habib, Laurent Catala. Il s'est abstenu. Et donc, s'abstenir dans les circonstances actuelles, c'est fort. C'est fort. Oui, c'est ça déjà. Mais alors je vous rassure, Thomas Thévenoud, celui qui ne savait pas payer ses impôts, il a voté pour. Et abstention, Gilbert Collard, Marion Maréchal Le Pen et Jean Lassalle. Lassalle, c'est celui qui a fait la grève de la faim. C'est bizarre, c'est lui qui a fait tout un speech. Il a fait tout un speech, oui, mais il a fait tout un speech contre. Ouais, mais bon, après il y a eu des pressions, parce que lui il votait. C'est déjà pas mal, franchement, le speech de. On peut dire ce qu'on veut, mais le speech de Collard est phénoménal. Alors c'est difficile, et d'ailleurs on voyait bien que les députés n'osaient pas. Je crois qu'on a. Très bien. Avons-nous fait le tour des questions? Il ne faut pas qu'on finisse sur Collard. On va pas finir sur Collard, sur toi. Allez, une question. La dernière question. Vous avez, pour résumer, c'était le proverbe de Salomon, c'est qui dit la vérité proclame la justice. Et le vrai pourquoi, la question, je pense que c'est la vraie question de fond. C'est pourquoi on s'engage, pourquoi je suis ici par exemple. Parce que moi, je suis pas juif. Personne n'est parfait. J'étais dans les cortèges de la Manif pour tous. Donc, a priori, il n'y a rien qui m'invite à venir ici. Et pourtant, si, c'est la vérité, c'est la civilisation. Parce que moi, je pense, comme monsieur, que c'est un vrai affrontement, mais plus qu'idéologique, c'est une guerre des représentations. Et que c'est beaucoup plus important même que la guerre physique. Parce que la guerre des représentations, si on a une mauvaise idée de soi et si on est notre propre diable, la meilleure des solutions, c'est de se tuer. Et c'est ce que fait aujourd'hui l'Occident, parce qu'il se voit comme le loup du monde face à un tiers-monde revanchard et haineux, l'international de la haine. Et tous les empires compris, c'est-à-dire communisme, islamisme, tout ça main dans la main avec le fascisme, qui réussit à faire une alliance rouge-brun-verte dans nos démocraties. Parce que Mohamed Al-Doura, c'est le nouveau protocole des sages de Sion, qui va permettre de faire une alliance de Dieudonné et d'Alain Soral pour lutter contre justement les petits enfants juifs, c'est exactement leur cible. Parce que derrière, les juifs sont en première cible, et effectivement, si Israël tombe, le reste de l'Europe tombera. Et c'est ce que l'Europe n'a pas compris, c'est qu'Israël, c'est l'Europe, c'est la continuité, c'est l'Occident. Et donc, je crois que le plus important, c'est de relier ça dans un combat global qui est le combat de la civilisation face aux barbares, et de bien faire comprendre que les choses sont extrêmement complexes à la fois. Je ne suis pas juif, mais j'en connais beaucoup, donc je pense à la fois dans la communauté juive, c'est assez compliqué, et c'est assez compliqué aussi pour les non-juifs,
parce qu'ils ont aussi des ressentis, ils ont des haines, et c'est quelque chose qui est flatté par les vrais ennemis de cet Occident. Et de toute manière, les gens se disent « Ah bah tiens, tant pis, c'est le problème des Juifs », mais les musulmans le disent, après le samedi vient le dimanche, et les chrétiens qui par opportunisme envoient les Juifs se faire massacrer et se disent que ça ne les concerne rien, bah, en réalité ils sont dans le même bateau. Que, oui, ils sont massacrés en ce moment dans le oui, mais parfois, avant qu'ils le soient, ils ne l'étaient pas, donc il y avait une espèce de... Voilà, il n'y a pas de problème, mais nous sommes considérés comme étant judéo-croisés, et on partage les mêmes ennemis, on partage, nous, nos mêmes valeurs de liberté et de démocratie qu'il faut combattre. Qu'il faut défendre, c'est ça. Mais justement, la meilleure défense, c'est l'attaque. Exactement, ça c'est mon... moi je vous invite tous à venir à la conférence d'abord. Merci, je trouve que c'est vraiment une très belle conclusion, parce que ça correspond, enfin je l'aurais pas dit aussi bien que toi. Non, si, mais c'est... Mais en tout cas, je suis très là-dedans, mais parce que si on veut revenir sur François Hollande, il est beaucoup plus trouble que ça, évidemment. Il laisse le collectif Cheikh Yassine appeler à la haine des Juifs en plein Paris. Ouais, c'est pas lui, ça, c'est encore, à mon avis, je pense pas que ça il y a des ordres du ministre. Oui, non, mais ça c'est Cazeneuve, c'est encore autre chose. Oui, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a des gens au-dessus. Le président le sait, le président. Honnêtement, je veux bien imaginer que. Moi, je suis un petit élu d'une mairie, ok, et je vois ce qui se passe parfois à un échelon N-2, N-3, c'est pas évident de contrôler ce qui se passe, et on n'a pas toujours une connaissance des... Donc je comprends bien, ce que je veux dire, c'est que c'est un rassemblement qui n'aurait pas vu le jour si... mais je pense pas qu'on est allé contre... Non, je pense pas que le président de la République ait dit, ouais, super, chez Cassine. Ah non, bien sûr, non, voilà. C'est pas donc, ce que je veux moi, ce que j'ai vu aussi la vidéo... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas une volonté féroce. Mais il y a aussi c'est très difficile aussi. Alors ça c'est un autre truc qu'il faut savoir, et ça je vous le dis parce que c'est vrai qu'il faut savoir que moi quand je donne une instruction dans un service, j'ai une chance sur 3 qu'elle soit exécutée. Une chance sur 3. Parce que la façon qu'a l'administration de dire oui, parce qu'il y a d'abord il y a le non qui est rare, mais il y a très bien le oui, mais il y a le oui derrière qui est suivi de rien. Et si vous relancez pas le truc parce que le type mais il se passera rien. Et c'est ça qui est impressionnant. Et d'ailleurs, moi j'ai appris maintenant, et je vous promets, hein, quelquefois on me dit tu peux faire... Oui, bien sûr, pas de problème. Si le mec revient pas me voir, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, puis j'ai pas envie de le faire. Justement, ça demande une rigueur, etc. Parce que oui, mais il y a des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Il y a des trucs... Et quand l'administration en dessous n'a pas envie d'aller lutter contre un truc pareil, eh ben, ils le font pas. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que c'est important. Mais en tout cas, moi je veux dire, pour conclure, parce que je vais vous dire une chose. J'en ai fait des conférences dans le monde entier, vraiment dans le monde entier. Je suis allé en Afrique du Sud, en Inde, partout. J'ai rarement vu une salle aussi intelligente. Franchement. C'est un homme politique quand même. Non, mais non, il n'y a pas un seul veilleur là-dedans. J'ai rarement vu une salle où j'ai eu un échange. Alors c'est peut-être parce qu'on est en petit comité et que c'est plus facile. Mais franchement, vous m'avez bien challengé et vous m'avez posé des questions qui m'ont vraiment permis de réfléchir et vous avez émis des idées qui sont importantes pour moi et c'est pour ça que je suis vraiment ravi. Merci beaucoup. Merci.